Ça va permettre de vous présenter le fonctionnement interne et associer à chaque fonction de l'API le fonctionnement et le moteur qui se cache derrière. Donc l'exemple qu'on va prendre, c'est le cas typique d'un programme qui accepte un mot de passe et qui, selon l'acceptation, parcourt un certain type de chemin. Donc dans ce cas typique d'un réverseur, il devra s'amuser à essayer de comprendre toute la partie, tout le basic block bleu, avant de savoir vers quel hot basic block il peut aller. Donc le rouge pour l'invalide et le vert pour le valide. L'idée, c'est de faire en sorte que Triton, à travers ces différents outils, soit capable de récupérer les informations automatiquement sur ce basic block et qu'il nous donne les entrées capables d'exercer ces deux jumps. Or, pour ce faire, on doit répondre à 4 questions principales. Déjà, c'est quelles sont les entrées, et avec les entrées que peut me fournir l'utilisateur, qu'est-ce qu'il est capable de contrôler sur le flow de contrôle. Quelles sont les conditions du programme, donc tous les sauts, toutes les contraintes qui sont présentes sur le flow de contrôle. Le lien entre les entrées d'utilisateur et ce flow de contrôle, comment il est capable de l'influencer. Et enfin, comment on va réussir à trouver la formule qui lie les deux et comment on va réussir à la résoudre. Donc je vais laisser Jonathan vous présenter la première question. Alors qu'est-ce que contrôle l'utilisateur? Donc on utilise ce qu'on appelle l'analyse par teinte. Ça consiste à teindre des registres ou une partie de la mémoire à chaque point du programme. Et ensuite cette teinte va être répandue, donc ici par Triton, en fonction de la sémantique de chaque instruction. Donc ici on a un premier code tout con de Triton simple. Donc on importe le module Triton et on dit ok, donc on va commencer une analyse symbolique à partir de la fonction check. Donc ici on définit un symbole, mais on peut définir aussi une adresse. Et on peut prédire des teintes en disant ok, alors je vais teindre le registre donc RAX et RBX à l'adresse temps. Donc là, à partir de là, quand Triton va tomber sur cette adresse, il va dire ok, ici on m'a demandé de teindre RAX et RBX, donc il le fait. Mais aussi on peut dire ok, je veux déteindre RCX à cette adresse. Ensuite on dit je lance le programme, à partir de là le programme est lancé, il est instrumenté et tout s'enchaîne exactement comme dans Pin. Donc on peut aussi, donc là un deuxième cas, on peut rajouter des callbacks, hein, donc ça c'est les fonctionnalités de Pin. Donc pareil, je dis que je veux commencer l'analyse à partir de check, j'ajoute une callback, c'est before simproc. Donc Triton expose 8 sortes de callbacks. Donc ici c'est une callback qui va s'effectuer avant le processing symbolique. Donc on a besoin de ça pour pouvoir injecter du taint et ensuite le taint est répandu. Donc on a notre callback, là le callback prend une instruction et ici je fais juste ok, si l'instruction adresse est temps, je récupère la valeur de RAX avec la méthode getRegValue et je vais teindre RAX. Pourquoi je fais ça? Parce qu'ici on a l'instruction qui va récupérer un pointeur qui est contenu dans RAX, je ne la connais pas à l'avance, donc j'ai besoin de récupérer à un instant T la valeur des RAX pour l'atteindre. Donc ici quand je fais taint même, ça va teindre l'octet pointé par ce pointeur. Donc on peut très bien supposer que RAX pointe sur une chaîne de caractères, donc on va boucler tant que RAX pointe pas sur un /0 et éteindre tous les octets de la mémoire. Donc ça c'est une des possibilités. Et bien évidemment, on peut, donc Triton se base sur la sémantique de chaque instruction pour propager ce teint. Et à chaque point du programme, on peut demander si le registre actuel est tainté ou si cette adresse mémoire est taintée. Donc ici par exemple, donc dans ma callback qui va être appelée avant chaque instruction, je demande si le registre RAX est tainté à cette adresse-là, et pareil à cette adresse, je demande si cette adresse mémoire est taintée. Donc à partir de là, après, on peut effectuer d'autres choses. Donc maintenant, j'ai abordé la question de savoir comment récupérer les conditions, ou appeler aussi les contraintes sur notre programme, sur le flow de contrôle de notre programme. Donc déjà, premièrement, qu'est-ce qu'une trace? Alors tout le monde a exécuté un programme une fois, donc la trace d'exécution, c'est juste une liste d'instructions. Ce qu'on veut savoir, c'est que non seulement on peut faire une trace dite concrète, c'est-à-dire en suivant les instructions assembleurs, mais on peut faire la même chose de façon symbolique, en donnant en fait le penchant donc symbolique de chaque instruction, ainsi de suite, et donc créer une trace à la fois concrète et symbolique, et la contraction fait concolique. Donc, quoi va nous servir cette exécution symbolique? Elle va nous permettre d'extraire les contraintes sur le fond de contrôle, ça j'ai déjà dit.
Ce flow control, en fait, pour une trace donnée, ça correspond à un parcours de l'arbre d'exécution de notre programme. C'est-à-dire que c'est qu'un seul représentant de plein de traces qui potentiellement vont exercer exactement la même partie du code. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a exercé une fois cette trace et qu'on a récupéré les contraintes, on récupère ce qu'on appelle un pass condition qui nous permet de caractériser tous ces ensembles de traces qui vont parcourir ce même chemin. Ensuite, en faisant des transformations sur la formule, on est capable de créer le pass condition d'un autre type d'une autre classe de traces et donc faire de la couverture de code. Donc pour ce faire, on doit donc construire des expressions symboliques ou arithmétiques. Et nous, pour ça, on va utiliser le langage SMT2lib. Donc Triton, pour lancer l'exécution, on le fait à partir des méthodes de start analysis, from symbol ou from address. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple sur 3 instructions d'une exécution symbolique. Donc là, en bas, nous avons notre contexte symbolique qui comprend toutes les valeurs, pour l'instant initialisées parce qu'on est au début, qui vont comprendre toutes les valeurs symboliques de notre programme au cours d'exécution. Et à droite, les expressions symboliques que nous allons créer pendant l'exécution. Donc la première, on fait un move, donc on charge dans EAX un octet de mémoire. Donc on voit à droite notre expression symbolique. Donc chaque expression symbolique est composée d'un identifiant unique, qui est donc le hashtag 0, et à droite, une formule SMT2lib. Donc celle-ci, ça veut juste dire que l'octet en question va aller 0x61 et qu'on l'a étendu à 0 pour aller vers le registre EAX qui est sur 32 bits. Vu que l'EAX a été mis à jour, on le met à jour dans notre contexte symbolique et on lui associe la référence 0. Ensuite, on additionne EAX et l'immédiate 2. Donc là, encore une fois, EAX va être mettre à jour. Donc on lui attribue la nouvelle référence qui est 1. Et la fonction associée, et alors c'est une fonction propre à SMT2lib, bitVectorAdd, qui fait l'addition entre 2 bits vectors. Et on remarque que vu que dans cette formule, on voit apparaître la référence à l'ancienne valeur de x, parce que forcément on additionne l'ancienne valeur de x avec 2. MoveX, c'est encore la même chose, on met à jour EBX parce que ça y est, on l'initialise, et on lui affecte, on dit que la référence 2, en fait, c'est la même chose que la référence 1. Une fois qu'on a ça, ce qu'on voudrait, c'est reconstruire la formule exacte par exemple, du registre EBX, la formule symbolique exacte, pas juste avec des références. Donc il faut enlever toutes ces références. Pour faire ça, on va remonter en fait de façon récursive toutes les références et on va les éliminer une à une. On récupère EBX, on voit que c'est la référence numéro 2. La référence numéro 2, c'est là aussi, elle est égale à la référence numéro 1, donc on la remplace. Pareil, il reste encore une référence, donc on continue. On remplace par la valeur qui était BVA de 0. On se rend compte qu'il y a encore une référence qui est 0. On la remplace par la valeur, la sous-formule. Et on obtient une formule SMT2lib valide qui nous fait l'addition de notre octet de 2. Donc on est content. Donc maintenant, comment on peut accéder à ça à travers le binding Python? Donc on le voit en définissant une callback ici, que chaque callback contient en argument un objet une instruction qui nous permet d'accéder à l'ensemble du contexte concret et du contexte symbolique de l'instruction en cours. Et donc on arrive à récupérer toutes les instructions, enfin toutes les expressions symboliques qui ont été créées après avoir exécuté cette instruction-là. Donc là, ce qui est intéressant, notamment pour le flow control, c'est lorsqu'on regarde l'instruction JZ, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, on remarque que en fait, le RIP qui va prendre le RIP symbolique va prendre la référence 80 et on voit que son flow control est défini par la formule associée. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser place à Jonathan pour qu'il vous parle du lien entre le flow control et les entrées d'utilisateurs. Alors, le lien, donc, ça va revenir sur l'histoire du Tint. Donc en fait, le moteur de Tint va aider le moteur symbolique pour définir quelles sont les variables symboliques qui vont être assignées dans l'expression. Donc on part du principe que quand la mémoire est contrôlée par l'utilisateur, à chaque fois qu'il va y avoir un accès à cette adresse mémoire, donc c'est contrôlé par l'utilisateur et on va définir une variable symbolique. Donc une variable symbolique, c'est quelque chose qui va pouvoir prendre n'importe quelle, qui va être défini dans l'expression symbolique, c'est notre x dans l'équation.
Donc ici, pour revenir à l'exemple, au lieu d'affecter une valeur concrète, qui était l'extension du bit de 61, je crois, on va juste définir donc simvar et on va dire donc EAX vaut la référence 0, et 0 vaut simvar. Donc ici c'est un peu light hein, pour juste montrer le principe, mais derrière ça, chaque variable symbolique est associée à une taille. Donc ici la taille de simvar 0 vaut 8. Et donc du coup, pour revenir dans l'exemple, donc le code assembleur là qui va bien, donc on récupère un octet qui est pointé par RAX, on le met dans EAX, on va comparer ensuite ECX et EAX, et donc si je teinte RAX, ici dans le résultat de l'équation finale, on va avoir simvar 0 qui va être faufilé un peu dans l'expression. Et donc ici, ce qui est intéressant, c'est que, donc par exemple à l'adresse voulue, donc à l'adresse du compare, je me dis ok, je veux récupérer l'adresse, l'expression symbolique de ZF. Donc je fais un getReg symbolique ID pour récupérer l'ID symbolique de ZF, donc ça me renvoie un ID. Ensuite, je demande de backtracker l'expression à partir de cet ID, donc ça me renvoie une expression. Et ensuite, on exporte également un module SMT2lib en Python qui va nous permettre de modéliser des expressions supplémentaires sur une expression qui est donnée par Triton. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on demande juste à que l'expression de ZF renvoie true, soit égale à la valeur true. Donc on veut que ZF égale 1. Donc ça, c'est justement tout le schmilblick qui est fait pour pouvoir récupérer des expressions, les backtracker, modéliser une formule qu'on veut, et voilà. Et donc je vais laisser Flo répondre à la dernière question qui est comment comment influencer ce flow de contrôle en se basant sur ces expressions. Comme vient de dire Jonathan, on a réussi à faire en sorte de créer une formule qui nous permet de dire on veut prendre ce jump là. Donc maintenant qu'on a réussi à faire cette formule, à qui doit-on l'envoyer pour avoir la solution? On ne va pas le faire ça à la main. Il existe donc des logiciels dédiés qu'on appelle des theorem provers ou des SMT solvers, Z3 notamment, celui qu'on utilise avec Triton. Et c'est à cet outil qui prend en entrée du SMT2lib qui va lui nous renvoyer ce qu'on appelle un modèle, donc une solution qui résout cette fonction, cette formule. Pardon. Donc maintenant, ce qui est intéressant et ce qu'on va pouvoir faire avec Triton, c'est que déjà, on va pouvoir de manière en runtime envoyer la requête, récupérer l'information, et ensuite, si on souhaite parcourir un autre chemin dans notre binaire, on aura la possibilité d'injecter en mémoire cette valeur qu'on aura récupérée et de revenir plus haut dans l'exécution de notre programme. Donc pour ça, on se base sur le SMT Solver, une capacité Triton injectée en mémoire et ce qu'on appelle, nous, les snapshots. Donc ici, c'est l'exemple de l'API Triton qui est capable de modéliser la formule comme on le souhaite. C'est-à-dire qu'on récupère déjà la formule issue du cœur de Triton et on peut encore la modifier si on le souhaite en runtime. La fonction getModel nous permet de faire une requête au SMT Solver. Si la réponse n'est pas une liste vide, c'est-à-dire que la formule était satisfaisable, ou que en tout cas que le SMT Solver était capable de fournir une réponse, et ensuite on est capable de le réutiliser ou de l'afficher. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, il nous renvoie le modèle avec 0x65, qui donc c'est la valeur de l'octet qu'on doit injecter pour prendre le saut. Et à travers la fonction setMemValue, on est capable d'injecter cette valeur même en mémoire en runtime et donc ensuite de relancer l'exécution après avoir relancé le snapshot. On est capable de relancer l'exécution avec cette valeur en mémoire que nous venons de calculer. Donc on ne tue jamais le process, on reste dedans. C'est juste qu'on recommence le parcours depuis le début et on change les valeurs pour exécuter une autre partie du programme. Donc je vais montrer ça plus facilement avec l'exemple, le schéma au-dessus. Donc quand on arrive est-ce qu'on a une adresse? Voilà, quand on arrive dans le if instruction adresse égale 0x458b et qu'on n'a pas encore fait de snapshot, on décrète que c'est ce point-là d'entrée qui nous intéresse ou à partir duquel on voudra revenir.
Donc on prend la snapshot, donc on garde en mémoire l'état symbolique et les registres. Ensuite, on continue l'exécution normalement. Lorsqu'on est arrivé à la fin de notre parcours, là où on a pu récupérer toutes les conditions qu'on voulait, on fait appel à notre, on récupère la solution, on fait appel à notre SMT Solver, on release le snapshot et on injecte nos valeurs. À partir de là, donc on a réussi à récupérer toutes les valeurs qu'on souhaitait et on peut refaire le même parcours en exécutant cette fois-ci en exécutant le programme à nouveau, mais en suivant un autre chemin puisqu'on a réussi à trouver la valeur qu'on souhaitait. Donc maintenant, Jonathan va vous faire une démo de ce même type de programme. Juste quelques secondes. Et l'idée, c'est donc on va prendre un script Python qui va essayer de deviner le mot de passe en question et donc d'injecter petit à petit les octets nécessaires et trouver donc le mot de passe nécessaire pour que le programme accepte. Donc là, voilà, c'est juste pour dire que donc on a un programme qui est vraiment tout bête, hein, qui prend un mot de passe et qui juste fait un XOR qui est tout con avec d'autres opérations arithmétiques. Donc si on lui donne A, il dit lose, si on lui donne elite, il dit win, et si on lui donne elita, il dit lose. Donc l'idée ici, c'est que donc j'ai un petit script Python qui va injecter un modèle avec les snapshots et tout ce qui va bien. Donc ici, cet exemple sera fourni sur le GitHub et ça fait bien linker tous les engines ensemble. Donc ce que ça fait, c'est que ça prend donc un snapshot au prologue. Donc il va exécuter une première fois et à l'épilogue il va checker une valeur de retour dans RAX qui vaut 0 ou 1 si le mot de passe est valide. Et tant que cette valeur n'est pas la bonne, donc il va réinjecter la valeur qui était attendue pour le premier tour de boucle. Donc ici on voit que il va récupérer le caractère E, c'est toujours pas le bon mot de passe, il va refaire un snapshot, il va remonter donc EL, ELI, etc., jusqu'à tous les caractères. Et à l'épilogue de la fonction, il dit ok, c'est la bonne valeur attendue, machin. Ça renvoie et ça. Donc là, le binaire, il nous renvoie bien, il affiche bien win, ce qui montre vraiment qu'on a réussi à injecter des valeurs là où il faut et que ça a modifié vraiment le cours d'exécution du programme sans avoir à relancer le programme. Donc là, c'était vraiment un petit cas simple. Ensuite, on va vous montrer du coup que ça marche sur des gros binaires. Donc là, ce que ça fait, le symbolique trace, c'est juste faire une trace symbolique. Donc on va voir toutes les expressions symboliques avec le ten ici qui n'est pas fait, mais si on donne un fichier à Z3, ça va être TNT. Malheureusement, j'ai pas assez de RAM parce que ça consomme un max de RAM. Ça, c'est le point négatif. Donc bon, on lance. Un peu de temps au chargement, hein, mais ça va pas tarder, normalement. Ou pas, hein, on fait des mots, tout ça. Ok, voilà. Donc là, il y a le Z3, il s'exécute en fait. Mais c'est juste qu'à chaque callback, je lui dis tu m'affiches l'expression qui est exécutée et tu m'affiches la liste d'expressions symboliques qui appartient à l'expression que tu es en train d'exécuter. Donc on va pas le laisser tourner pendant des heures, mais en gros voilà. Et donc ici, voilà, compare ESI EBX par exemple. Donc ça va être l'expression 149 148 qui fait un sub, parce que compare c'est un sub, de l'extraction de 30, donc des 32 bits de cette référence. Cette référence pointe sur ESI, la dernière référence de ESI, avec l'extract, donc pareil, des 32 bits de cette expression. Cette expression correspond bien à EBX. Ici, donc il y a des commentaires, c'est Tempari, genre le comparaison de temporaire. Et ensuite, ici, on a l'affectation de tous les flags. Voilà. Et puis ici, l'expression donc RIP qui est une constante. Donc voilà, bref, on a toutes les expressions symboliques et après on peut jouer avec ces expressions. Donc voilà pour l'exemple. Donc une petite vue d'ensemble, on va pas tout montrer, mais en gros il y a 80 fonctions qui sont exportées à travers les bindings Python. Dans ces 80 fonctions, ça comprend les fonctions qui sont de Triton même, mais aussi les fonctions de pin. Donc si vous avez envie d'utiliser pin en Python, vous pouvez. Mais grossièrement, on peut donc déteindre chaque partie de la mémoire et les registres, modifier les mémoires et les registres à la volée, ajouter des callbacks, assigner des variables symboliques, reconstruire nos expressions, résoudre des contraintes, effectuer des rejeux, et tout ça en Python. Et ce qu'on peut faire avec Triton, du coup, c'est analyser une trace avec des informations concrètes, effectuer de l'analyse symbolique, résoudre des contraintes, effectuer de la couverture de code, modifier à la donnée les volets, rajouter des traces en mémoire, scripter
du debug. Vous pouvez très bien vouloir faire du debug et scripter. Accéder à Pin depuis les bindings Python et probablement plein d'autres choses. Voilà, donc petite conclusion vite fait. Donc Triton, c'est un pin tool, c'est un framework d'exécution symbolique. Ça propose une API de haut niveau, les bindings. Ça analyse que les binaires 64 bits. Actuellement, il y a 100 sémantiques qui sont implémentées parce qu'on refait les sémantiques une à une. Donc il y a une classe par instruction. Donc un grand merci à Whisk et GG qui fournit un fichier x86 YAML du projet Medusa qui comprend toutes les sémantiques x86. Donc il y a aussi ARM YAML pour ceux qui veulent. C'est gratuit et open source, c'est disponible ici, pas encore. Et donc comme promis, je release en live. Donc actuellement le repo est ici. Hein. Voilà. Voilà. Confirmé, tout ça. Donc là c'est voilà, c'est public. Et donc vous avez un repo. Et donc vous avez un repo avec une documentation, bien évidemment. Donc installation, hein, c'est très simple. Hein, il faut pin z3 Python, git clone, c'est des tritons, make, voilà, ça marche. Des exemples, si vous voulez des exemples de scripts, donc des tout petits text blancs qui montrent un peu le fonctionnement de tous les engines. Il y a des outils. Les outils, donc par exemple pour analyser des formats string en live, use after free. Ici par exemple on a un traceur memory qui va afficher la mémoire, qu'est-ce qui est lu, qu'est-ce qui est écrit, à quelle instruction lit et écrit en mémoire, ce qu'elle lit. Voilà. On a une page avec tout ce qui est supporté, donc les sémantiques qui sont supportées. Alors pour le moment, notre objectif c'est pas de faire un maximum de sémantiques, hein, c'est vraiment de faire en sorte que les engines fonctionnent bien entre eux et qu'ils soient vraiment stables. Et puis après on va rusher toutes les sémantiques, mais ce qui est intéressant ici c'est qu'on voit qu'on fait quelques trucs sur 128 bits. Donc ça c'est géré, c'est pas encore tout géré, hein, mais le design est fait pour que ça marche. Et une page qui est super importante, qui est genre la description de toute l'API. Donc là on a toutes les méthodes qui sont les méthodes exportées. Donc bah voilà, add callback, si vous voulez ajouter des callbacks, enfin bref vous avez tout quoi. Genre il y a lui sorte de callback. Check adresse, enfin bref, vous avez les 80 fonctions qui sont ici, les constantes, enfin bref, vous avez tout. Voilà, bah, c'était tout pour nous, merci beaucoup, et si vous avez des questions, on est là pour ça. Merci, est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, super présentation. J'ai une petite question enfin sur déjà, est-ce que ça marche sous Windows? Ça, je sais pas. Non. Alors, il y a des collègues qui sont en train d'essayer de le compiler sous Windows, donc c'est en cours. Sous macOS, ça devrait pas poser de problème parce que on a travaillé en mode POSIX, donc ça devrait pas poser de problème. Par contre, sous Windows, ouais, c'est juste la compile qui bloque un peu, mais sinon on utilise le standard C++, donc ça devrait pas trop poser de problème en termes de code. Voilà. Et deuxième question, est-ce que vous avez commencé à regarder pour faire un plugin IDA pour interfacer enfin genre Miasm, ils ont commencé déjà à bien bosser là-dessus. Enfin, ce serait intéressant d'avoir des trucs un peu plus performants dans certains cas, donc basés sur l'instrumentation binaire et pas de. Voilà. Okay. C'est tout doux quoi. Et, alors IDEA, il me semble qu'il faut compiler un plugin PinTool IDEA qui lui est propre. Donc là c'est encore on ne sait pas trop encore si ça va être possible. En tout cas c'est dans la to-do, c'est dans la V2. Alors pour la V1 on veut juste continuer à fixer quelques petits bugs qu'il y a dans l'engine et rajouter un maximum de sémantique. Et une fois que ça c'est fini, on va voir quoi. Et Merci. C'était pour savoir comment tu gères tes snapshots, parce que si c'est juste des snapshots mémoire, tu peux avoir des problèmes si jamais il y a des lectures sur des handles. Donc comment tu gères ça? Alors, le snapshot, il snapshot que les registres et la mémoire qui a été modifiée d'un point A à un point B.
tout ce qui est accès disque, accès réseau, les trucs sur les FD, etc. Ça peut pas être restauré, c'est pas une VM. On peut pas prendre une image d'un disque et restaurer cette image. Donc tout ça, c'est un peu compliqué, quoi. Mais actuellement, nous, on restaure juste la mémoire qui a été modifiée et les registres. Bon, Après, c'était la même question apparemment. Donc, Alors juste pour finir là-dessus, tout ce qui est appel système, donc avec PIN, il est capable de les intercepter. Et donc ça, c'est un problème aussi inhérent à l'exécution symbolique, c'est arriver à gérer toutes ces interactions avec l'environnement. Ce qui peut être fait pour éviter donc d'avoir tout un gros garbage et de tout casser au niveau des fichiers. Il est possible donc d'intercepter ces événements-là, juste voir le retour ou en gros faire une sorte de modèle pour éviter que tout casse en fait. Voilà. il y a une autre question. Moi, j'en ai une. En général, les approches SDE, ce qu'on leur reproche, c'est que les formules SMT qui sont générées sont simples. Enfin, ça c'est très bien, mais que du coup, on perd l'information. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un cas pour lequel c'était insuffisant? Et du coup, comme vous travaillez avec Emmanuel Fleury, est-ce que vous avez un projet de plugger Insight, enfin de faire quelque chose avec une approche statique? Alors une approche statique. Alors oui, c'est vrai que le problème donc SDE ou DSE, certes c'est simple. Après, c'est aussi le but de ce qu'on va en faire. On est prêt à accepter donc d'avoir des faux négatifs, donc avoir une sous-approximation de l'arbre d'exécution de notre programme, parce que si on veut faire un testing, soit c'est pour du reverse, et faut dire ce qui est aussi, c'est souvent très limité. On cherche à faire des gros basic blocks. Actuellement, il n'existe pas d'outils à part peut-être Sage qui est capable de gérer des énormes outils style Microsoft Office et compagnie, et d'arriver à le faire tourner en moins d'un mois et demi, quoi. Donc après, est-ce qu'il y a une approche statique? Ça, je vais laisser Jonathan, parce que je crois qu'il a une idée, lui, d'ailleurs, de thèse qui se base là-dessus et basée en fait, un mix entre Triton et Framacy. Donc, je suis pas sûr si on peut trop en parler, mais... Je vais pas trop liguer encore, mais l'idée, ouais, c'était de pouvoir gérer, enfin de faire en même temps de l'analyse dynamique et de l'analyse statique, et faire ça en parallèle et voir ce qu'on peut tirer des informations des deux côtés, quoi. Donc c'est en cours de réflexion. Merci.